Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette table ronde du SITL 2025. Je suis Karine Weber, fondatrice du bureau d'études Feuille de route conseil, qui est spécialisé en logistique du dernier kilomètre et en innovation durable par le design. On va parler emballage aujourd'hui avec nos intervenants. L'emballage, c'est un élément incontournable de nos chaînes logistiques modernes. Il est omniprésent. Il protège nos produits, il facilite leur transport et leur manutention. Il optimise aussi cette manutention et préserve la qualité des produits. C'est pourquoi, pour cette table ronde, nous avons souhaité aller au-delà d'un simple constat et d'explorer des solutions innovantes et des initiatives à impact positif et aussi social. Nous avons donc choisi d'intituler cette table ronde « Réinventer l'emballage vers une logistique zéro déchet » circulaire et engagée socialement. Vous allez découvrir durant cette table ronde des pistes d'action de votre secteur d'activité, des solutions concrètes et des retours d'expérience que nos intervenants vont partager avec vous. Durant une trentaine de minutes, on va échanger avec nos experts et ensuite on aura 5 minutes pour justement vos questions dans le public. Et sans plus tarder, je vais vous présenter nos 5 experts. Ils sont nombreux sur cette table ronde. Donc commençons tout de suite par... Est-ce que je peux passer la slide? Non. Pardon. Ça y est, c'est la bonne slide. Alors, commençons tout de suite avec Justine Laurent. Bonjour, directrice générale de Circulab, un studio de projet spécialisé en économie circulaire et en résilience d'entreprise. Circulab a été fondé en 2012 et accompagne les entreprises et les territoires à repenser leur modèle d'affaires et leur chaîne de valeur, avec l'économie circulaire en point de mire et, bien sûr, la méthode design dont vous allez sûrement parler. Justine, vous allez nous apporter une vision 360 des enjeux circulaires et des principaux défis. Xu Zhang, cofondatrice et CEO justement de Pandobac, une entreprise pionnière dans la logistique circulaire des emballages réutilisables. Vous proposez une solution avec Pandobac qui propose des emballages à usage unique, surtout dans le milieu alimentaire, mais vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Réutilisable. Vous proposez une alternative aux emballages à usage unique, ça y est, je vais y arriver, avec des solutions réutilisables, justement, dans le secteur de l'alimentaire et de la logistique. Odile Rosset, bonjour, directrice de Carton Plein, qui est une association qui propose des prestations de services écologiques comme la livraison, la collecte de déchets de carton, vous allez nous en dire plus, et qui favorise surtout le retour à l'emploi. Odile va nous partager justement son expertise sur la manière d'un modèle circulaire peut aussi être un levier d'inclusion sociale. Victor Lescure, donc cofondateur de Mobius, bonjour, une entreprise qui révolutionne l'emballage B2B et B2C en proposant des solutions réutilisables, éco-conçues et traçables pour une logistique justement plus durable. Et vous allez nous partager votre vision et votre expérience pour faire du réemploi une opportunité et accélérer cette transition. Olivier Joulin, bonjour. Vous êtes directeur retail et asset management chez Shep, un acteur mondial des solutions de palette, pooling et de logistique circulaire. Donc vous allez nous parler justement de cette circularité au sein de votre entreprise et vous allez apporter votre regard sur l'impact du réemploi et de la circularité dans la logistique moderne et vers une supply chain zéro déchet. On est prêt? C'est parti. Alors, première question, peut-être pour planter un peu le contexte et puis poser le cadre, peut-être une première question, Justine. Une logistique zéro déchet, circulaire et engagée socialement, ça veut dire quoi et en quoi ça a du sens? Merci, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette première question. J'ai que 3 minutes. Or, la logistique est un sujet complexe, l'économie circulaire est un sujet complexe et je parle beaucoup. Donc, on va peut-être commencer déjà par reprendre les fondamentaux quand on parle d'économie circulaire et de zéro déchet. Une chose très simple qui est d'avoir en tête les différents niveaux auxquels on agit quand on met en place une économie circulaire, qu'on connaît souvent sous les 3 R ou les 9 R ou les 11 R ou les 50 R. En gros, retenez-en 3. On peut réduire la quantité de matière, de produits qu'on met en circulation, le nombre de flux qu'on va créer pour optimiser l'existant.
On peut réutiliser, réemployer, refabriquer tout ce qui est en circulation et ensuite on peut recycler pour fabriquer une nouvelle matière. Donc déjà, quand on parle de logistique zéro déchet et circulaire, c'est agir à ces 3 niveaux et sachant que la réduction, le réemploi seront les 2 niveaux sur lesquels l'impact économique et environnemental sera le plus intéressant. Donc commençons déjà par les prémices et ça, c'est un cadre réglementaire qui est la hiérarchie de gestion des déchets et la prévention et le réemploi sont prioritaires. Ensuite, désolé, mon fauteuil tourne. Donc, je vais faire les petits... La deuxième chose, c'est un peu quel est le rôle de la logistique et des acteurs et actrices de la logistique dans cette économie circulaire. Si je puis dire, donc je n'apporte pas une vérité, mais plutôt une compréhension, une synthèse de ce que j'ai réussi à identifier depuis 2012 sur ces enjeux-là. La logistique, elle va avoir un rôle à 3 niveaux. La première chose, c'est évidemment au niveau de tout ce que les acteurs, donc les logisticiens, les transporteurs vont mettre en marché comme emballage, donc les emballages de transport. Et là-dessus, déjà, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Donc agir sur ses propres emballages qu'on met en circulation. La deuxième chose, c'est quel est le rôle et comment est-ce qu'on va devoir repenser les flux, les technologies, les process, les étapes de la logistique et du transport pour permettre aux autres metteurs en marché, donc plutôt les marques, les entreprises qui sont finalement vos clients et vos clientes, pour les aider à faire en sorte que l'emballage en réemploi de la bouteille ou l'emballage en réemploi de la restauration à emporter soit possible. Et la troisième chose, c'est tout simplement comment est-ce qu'on met en place les flux logistiques. Pourquoi ? Parce que dans l'économie circulaire, la reverse logistique a un rôle qui est vraiment fondamental. Et donc, en gros, les acteurs vont devoir agir à ces 3 niveaux-là. Donc ça, c'est peut-être la première chose. Ensuite, la deuxième chose, sur pourquoi y aller. La première, c'est évidemment un intérêt, disons, économique dans un contexte qui est de plus en plus complexe. On est dans une économie qui s'est complexifiée et qui a créé des liens de dépendance de plus en plus forts. On a multiplié les étapes dans les chaînes logistiques, on a des acteurs qui sont de plus en plus loin, on dépend souvent de fournisseurs uniques qui sont très loin d'ici. Donc quand on est dans la situation que je n'ai pas besoin de détailler, où en fait on a de plus en plus de contraintes, qu'elles soient en termes d'accès aux ressources naturelles, que ce soit en termes de matériaux, que ce soit en termes de partenariats aussi géostratégiques ou en termes de partenariats commerciaux, on se rend bien compte qu'ici, être plus local, que ce soit au niveau territorial, français ou européen, ça va être, ça va venir faciliter et sécuriser finalement nos flux, nos approvisionnements. La deuxième chose, donc sur le moyen long terme évidemment, mais on a intérêt à s'y prendre maintenant. Et le deuxième intérêt, ça va être plutôt un intérêt de compliance, donc de mise en conformité réglementaire. Et là, on sait, face à la réglementation, soit on se la prend en pleine tronche et ça nous coûte très cher, soit on prend un petit peu d'avance. Il faut savoir que la réglementation, elle oblige à appliquer de toutes les manières cette économie circulaire sur chacun des 3 niveaux que j'ai mentionnés en introduction, au niveau français, mais également au niveau européen. Et là-dessus, on est très en retard, parce que typiquement, sur les objectifs de 10% du réemploi des emballages, d'ici 2027, on est uniquement à un peu plus de 2%. Donc ça veut dire qu'on a quand même encore une grosse marge de progression. Et là-dessus, de nouveau, les acteurs de la logistique vont devoir commencer à travailler ensemble pour permettre aux metteurs en marché de parfums, de shampoings, de boissons et également d'alimentation de pouvoir atteindre leur objectif de réemploi. Et également, les emballages que elles et eux mettent sur le marché vont devoir commencer à intégrer ces nouvelles boucles. Donc les objectifs réglementaires, c'est cela, et au niveau européen avec la PPWR sur le packaging. Ok. Donc on comprend qu'en fait, la circularité permettrait aussi de rendre plus résilientes nos chaînes logistiques, au-delà des ressources qu'on pourrait limiter en tout cas. Et en même temps, on a une contrainte réglementaire forte qui nécessite bien sûr la mise en action justement des opérateurs. Exactement. Très bien. Alors justement, on va explorer quelques-unes des solutions avec nos autres intervenants. Il existe plusieurs solutions en fonction bien sûr des maillons de la chaîne et je pense qu'aujourd'hui on a un beau panel avec des solutions très différentes. On va peut-être commencer par vous, Olivier. Votre modèle repose justement sur cette mutualisation et cette circularité dans le secteur justement de la palette. Dites-nous en plus justement sur comment ça fonctionne, comment fonctionne votre solution et quelles sont justement les clés, on va parler des clés du succès un peu plus tard, mais comment fonctionne votre solution. Et je sais que vous avez ramené un slide. Oui, je crois même qu'il y en a 2, non? Non, il n'y en a qu'un. Ça sera déjà bien. Bonjour à tous et merci Karine pour l'organisation de cette table ronde. Je trouve que c'est hyper stimulant d'avoir des profils d'entreprises et même d'activités différentes autour de la RSE et de la circularité.
Donc effectivement, Shep fait partie du groupe Bramble, c'est un groupe australien. On est présent dans à peu près 60 pays, pardon. Et notre business model est basé sur l'économie circulaire. On fait la location, on livre des palettes aux industriels majoritairement, qui livrent leurs clients qui sont les distributeurs. On va les récupérer, les inspecter, les réparer si nécessaire et les réinjecter dans le circuit de location. Donc un modèle durable qui est basé sur 3 fondamentaux principaux, qui est l'excellence opérationnelle sur la livraison et aussi sur la qualité des palettes qui va générer plus ou moins de durabilité dans le temps. Deuxième point, c'est la régénération, l'impact qu'on a, l'émission de CO2, les déchets, l'utilisation du bois et aussi l'impact coût opérationnel pour l'entreprise. Et puis le troisième, c'est la résilience. C'est de quelle manière on est capable d'approvisionner nos partenaires de manière efficace et fiable tout au long de la chaîne. On a une mission qui est collective parce qu'en fait, tout seul, on n'arrive à rien. Et c'est pour ça qu'on travaille avec nos partenaires, nos 1400 partenaires en France et nos 300 000 partenaires dans le monde, qui est une mission de faire progresser le mouvement qu'on appelle intelligent et durable des marchandises tout autour du monde. Donc c'est un peu ça notre vision. Et effectivement, le message de la fin que je vais dire déjà maintenant, c'est que la collaboration est clé. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est réel. Et qu'on peut aller chercher des savings financiers et développement durable ensemble. Merci Olivier. Alors justement, après la palette, parce que finalement c'est un support essentiel pour nos flux logistiques, mais après on a tous les emballages plutôt plus petits. Et je vois que Mobius, Victor, vous nous avez ramené des Mobius Pack. Dites-nous un peu en quoi consiste Mobius, quelle est cette solution que vous mettez en avant aujourd'hui. Vous nous avez ramené ça, mais j'ai aussi un slide pour vous. Merci Karine. Effectivement, dans la continuité des palettes, après ce qu'il y a sur les palettes, il y a des cartons. Et dans la continuité de ça, on s'est fixé comme mission chez Mobius de supprimer tout ce qui était emballage de colis à usage unique, qui soit carton ou plastique, et en les remplaçant par une solution réemployable une centaine de fois. Et pour ça, on s'est attaqué à 3 grands axes d'innovation. La première, c'est la conception, l'éco-conception d'emballage qui répondent à la réglementation dont on a parlé tout à l'heure, qui sont réutilisables plusieurs fois et qui génèrent pas de déchets, ou en tout cas un petit opercule en carton qui sert de scellé. Le deuxième axe, c'est un axe tech, en tout cas de traçabilité, comment on arrive à suivre les colis qu'on met sur le marché avec nos partenaires, en tout cas e-commerçants, pour que ces actifs-là, en tout cas ces colis-là, ne soient pas perdus ou jetés, mais qu'on puisse avoir un vrai suivi et de là une rentabilité économique. Et le dernier, on en a parlé tout à l'heure, c'est Mobius Pack avec les transporteurs construit des boucles de reverse logistique pour permettre au réemploi d'atteindre un coût qui est compétitif par rapport aux jetables. On sort notre dernière boucle avec Mondial Relais dans les jours à venir, qui nous permet de diviser les coûts par 6 de la reverse en déposant les colis en point relais quand ils sont plus utilisés. Voilà. Et quel type de produits finalement sont à l'intérieur de vos Mobius Pack? Alors aujourd'hui, on envoie tout ce qui va être retail, des vêtements, des articles de sport, du high-tech, du culturel. On peut vraiment tout mettre dedans. On a des emballages rigides, des emballages souples. On travaille aussi, on en parlait tout à l'heure, avec le B2B, plutôt les transporteurs qui cherchent des big bags, en tout cas des solutions aux big bags jetables en plastique. Okay. On développe des solutions sur mesure pour eux pour aller chercher une rentabilité de réduction de coûts, notamment sur ces emballages. Très bien, merci. Chou, si je vous pose la question côté Pandobac, justement, quelle solution proposez-vous sur quel créneau? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, sur des palettes. Il n'y a pas que des cartons, il y a aussi des bacs. Et c'est ce qu'on propose, effectivement. Donc, nous, on est sur des caisses réemployables de transport. Je veux bien le visuel aussi, merci. Ça vient. Pour transporter donc, majoritairement des marchandises alimentaires dedans et qui viennent remplacer donc, des cartons, des cagettes en bois et des caisses polystyrène également, notamment sur le transport de produits de la mer. Et donc nous, dans notre service, comment on l'a imaginé, c'était vraiment de faciliter au maximum cette transition de l'usage unique vers le réemployable en apportant tous les services et toutes les briques complémentaires par rapport à l'usage unique. Donc l'usage unique, on achète un carton, on met les marchandises dedans, on livre et après on s'en occupe plus.
Donc quand on rajoute du réemploi, forcément, il faut les récupérer à un moment. Donc c'est un peu le sujet, hein, c'est la reverse des emballages réemployables. Il faut les laver, notamment dans l'alimentaire, et ensuite pouvoir les redonner pour refaire des cycles. Et nous, on a développé spécifiquement pour ces cycles-là une application de suivi qui permet vraiment de tracer individuellement tous les contenants, toutes les caisses. On a une vision assez précise du coup de tous les flux, tous les stocks, les durées d'immobilisation, les taux de perte des caisses, donc qui nous permet d'optimiser vraiment nos opérations. Et qui nous permet surtout, alors on est les seuls aujourd'hui à faire un suivi unitaire comme ça des caisses, et nous, ça nous permet vraiment de pouvoir gérer des flux très très éclatés de caisses. On suit vraiment caisse par caisse, quoi. Donc on peut savoir exactement si le bistrot du coin a reçu 2 caisses Pandobac, on le sait exactement à telle date, quand, quels sont les identifiants des caisses. Et ça nous permet de pouvoir traiter plein de produits différents et plein de flux logistique très éclaté avec nos caisses. Là encore, un point commun avec Mobius, avec Shepp, c'est cette traçabilité qui est essentielle en tout cas pour ces emballages réutilisables. Odile, j'aime beaucoup ma petite phrase, donc je me permets de la nommer et je la lis, je suis désolée, j'ai pas envie de faire. Vous redonnez vie à des cartons, mais vous redonnez aussi le goût à la vie de personnes éloignées de l'emploi. J'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment vous, c'est vraiment carton plein. Alors dites-nous, qu'est-ce que carton plein ? Merci Karine pour l'introduction et l'invitation. C'est vrai que moi, je n'ai pas une solution industrielle à vous proposer, mais on va parler carton et on va parler peut-être aussi inclusion sociale. Parce qu'effectivement, avant de vous parler de la solution peut-être qu'on propose, vous le voyez sur les images, en fait, la raison d'être de l'association, c'est effectivement qu'aujourd'hui, les enjeux de justice sociale et de transition écologique sont intimement liés. Et ça, je pense qu'à chaque maillon de la chaîne de la société, entreprises, associations, collectivités, on a notre part à jouer. Et donc, effectivement, nous, Carton Plein, on est une association créée à Paris en 2012, donc ça fait quand même déjà 13 ans qu'on défriche tous ces secteurs-là. On a eu cette double conviction que en fait, les enjeux de transition énergétique pouvaient permettre de créer des nouveaux métiers. Et donc, on a créé 2 nouveaux métiers, un d'agent valoriste du carton et un de cyclologisticien. Donc, effectivement, la cyclologistique, aujourd'hui, ça se voit beaucoup plus dans les rues de Paris et dans les rues de... Je suis très parisienne, mais il n'y a pas que Paris, dans toutes les rues de France. Mais il y a 13 ans, on avait une remorque qui était fabriquée par un artisan dans son garage. Enfin, on voit aussi que toute la profession s'est mobilisée et s'est professionnalisée. Donc en fait, on va collecter le carton auprès des particuliers ou des commerçants, entreprises, collectivités, tout utilisateur ou utilisatrice de carton à vélo. On va le rapporter dans nos ateliers où il va être pesé, trié et il va soit être revalorisé, donc tout simplement repréparé pour être réutilisé comme carton de réemploi, ou transformé. On fait de la paillette de carton pour du calage. On est en train de faire aussi de la R&D pour que l'usage soit normé en matière sèche pour les composts. On fait aussi de la litière pour les chevaux et les animaux. On essaye de trouver tout usage pour éviter le recyclage qui est vraiment le dernier pan, mais qui est quelque chose qui existe déjà beaucoup. Donc nos 2 activités sont celles-ci et permettent de salarier des personnes qui sont en situation de grande exclusion, notamment à la rue ou éloignées de l'emploi. Merci. Alors Justine, je vous voyais réagir tout à l'heure quand ils présentaient tous un après l'autre les solutions. Est-ce que vous, côté Circulab, vous voyez d'autres solutions émerger ? Des solutions, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que là, on aborde un peu les différents sujets, c'est-à-dire le réemploi de l'emballage. On parle aussi de la manière dont vont être organisés les flux en milieu notamment aussi urbain et comment est-ce qu'on crée des nouveaux modèles économiques plus inclusifs autour de ça. Il y a tout l'enjeu, en fait, moi, ce que je me notais, qui était traçabilité, peut-être plutôt que les solutions additionnelles, c'est le fait que nous, ce qu'on voit se dessiner, du coup, ces 13 dernières années, c'est le fait que on doit de plus en plus, vous parliez de collaboration, plus qu'il faut collaborer, parce que c'est intéressant. S'il n'y a pas de collaboration, ça ne marchera pas d'un point de vue économique, ce sera juste pas possible. Et en fait, cette collaboration, elle est nécessaire dans de nouveau ces chaînes qui sont maintenant super complexes.
Aussi parce que ce soit avec le Digital Product Passport, donc c'est-à-dire cette réglementation qui va imposer le fait qu'on ait des passeports pour nos produits et qui nous permettent de nous rendre compte de tout ce qui s'est passé sur la chaîne, à quelle étape ça s'est passé, d'où vient le produit, etc. Que ce soit ça, que ce soit la CSRD, tous ces enjeux-là et ces exigences demandent et nécessitent cette approche globale et arrêter d'avoir cette approche silotée. Donc c'est juste voilà, quelque chose que j'avais oublié de préciser avant, c'est que cette nouvelle logistique pour l'économie circulaire, elle va vraiment nécessiter cette vision système. Et donc la collaboration, c'est un moyen obligé, enfin voilà, on est obligé de passer par là. Et c'est peut-être juste le dernier point, nous on travaille aujourd'hui plutôt sur des projets, que ce soit avec la ville de Paris ou avec des metteurs en marché des produits frais ou des choses comme ça. On va plutôt travailler sur les produits primaires. Il n'empêche que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a eu un petit peu tendance sur l'emballage précisément à faire du 1 pour 1. C'est-à-dire à dire comment est-ce qu'on peut passer d'un emballage à usage unique à un emballage en réemploi. Il y a certains cas de figure dans lesquels ça va fonctionner, mais quand vous avez des lignes de production entières qui ont été pensées et hyper optimisées pour que ces emballages à usage unique rentrent dedans de manière efficace, rapide, etc. Mettre du réemploi là-dedans, ça va être vraiment galère. Donc en fait, pour certaines catégories de produits, on va devoir nécessairement adapter, que ce soit les chaînes de conditionnement ou que ce soit les modes de conditionnement, le filmage, le scellage, que sais-je. Et par ailleurs aussi, on va sûrement devoir, là on parle beaucoup de l'emballage, mais l'emballage, il ne fonctionne pas tout seul. L'emballage, il est là pour contenir quelque chose. Et donc il y a aussi, notamment on le voit sur les produits frais, mais pas que, peut-être la nécessité de penser comment est-ce que les choses sont disposées en fait dans ces emballages. Donc là on en vient à travailler sur le contenu, et ça c'est fondamental. On va peut-être pas pouvoir mettre les choses les unes à côté des autres, va falloir les mettre au-dessus des autres, ou la forme de la bouteille, du pancake, ou j'en sais rien, va devoir évoluer pour s'adapter à ces nouveaux emballages. Et ensuite il y a la troisième chose qui est de nouveau, vu qu'on est sur des nouveaux modèles économiques, là ça prendra plus de temps. Il va falloir 10-15 ans pour travailler là-dessus, mais là où on aura le plus de potentiel à aller chercher, c'est sur l'innovation totale, si je puis dire, où on va vraiment aller créer des offres, des chaînes logistiques, des modèles qui sont construits sur la base du réemploi, là où aujourd'hui tout ça a été construit parce que l'usage unique est possible. Donc c'est peut-être juste ces trois niveaux, pareil, moi qui me semble intéressant, c'est voilà, le 1 pour 1 ne sera pas toujours possible, donc penser à qu'est-ce qui doit être adapté et comment, et ensuite peut-être parfois se dire, bon bah là, carrément, il faut qu'on aille sur des nouvelles offres ou des nouveaux services. Alors, je rebondis justement sur modèle économique, le mot que vous avez dit. En préparant cette table ronde, vous m'avez tous parlé de modèle économique, le sujet quand même qui est un peu quand même un sujet de performance économique, quoi. Donc, le modèle économique, mais aussi d'engagement social. Alors, du coup, j'aimerais vous interroger, justement, Chou, Olivier et peut-être Victor, dans un premier temps, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, le modèle économique? C'est quoi votre objectif par rapport à ce modèle économique pour vos entreprises? Je sais que, Victor, vous m'aviez souligné justement être à ISO coût. Donc ça, c'est vraiment un challenge pour vous. Mais dites-moi en plus, ou dites-nous en plus sur ce modèle économique. Oui, en fait, on est parti d'un constat factuel, c'est que les entreprises sont à la recherche d'un ROI sur un projet comme celui-là, c'est normal. Et on ne peut pas arriver avec une solution qui est 10, 20, 30% plus chère. Donc si on veut que cette transition elle se fasse, il faut qu'on aille embarquer nos clients, en tout cas les e-commerçants, dans une transition où on peut leur permettre d'avoir des coûts qui sont au pire ISO, et au mieux avec un ROI. Et pour ça, effectivement, le sujet alors chez nous on l'a traité sous deux manières, le sujet de l'innovation. On en parlait tout à l'heure, la question du lavage et la question de la reverse sont deux nouveaux coûts dans cette boucle du réemploi. Ouais. Chez Mobius Pack, on l'a réglé avec de l'innovation de façon à ce que nos colis n'ont pas besoin d'être nettoyés. Okay. Donc on retire déjà un coût là-dessus. Et le deuxième coût, c'est on vient travailler sur ces fameuses boucles. Le troisième levier, effectivement, on a développé un modèle économique qui... en tout cas, on a beaucoup travaillé dessus dans le sens où on ne vend pas nos colis. On n'est pas des vendeurs d'emballage. Pour la simple et bonne raison que si je vous vends un emballage demain, j'ai deux intérêts personnels. C'est de faire des emballages qui durent le moins longtemps possible, pour vous en revendre le plus possible, et d'avoir des boucles qui durent le plus longtemps possible, des boucles de réemploi, pour pouvoir vous vendre la plus grosse flotte possible. Donc, la question du modèle économique qu'on a construit, qu'on a cherché à construire, c'est comment on crée un modèle où c'est gagnant-gagnant pour nos e-commerçants et pour nous, de créer des modèles qui sont les plus rapides
pour récupérer l'emballage et comment on aligne nos intérêts pour que les emballages soient le plus longtemps utilisés. Peut-être, Olivier, vous nous parliez aussi de la location tout à l'heure. Oui, et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement. Donc, notre modèle économique, il est basé sur le partage et la réutilisation. C'est notre fondement, c'est notre business model. Et c'est un peu l'image de la Formule 1, alors sans le bilan carbone. Enfin, la Formule E, pour le coup, c'est que plus rapide est la voiture, plus on a de chances de gagner. Et là, c'est pareil. C'est plus la palette fait un circuit rapide, plus l'ensemble des acteurs de la supply chain vont gagner. Je parle des retailers, des industriels et aussi des transporteurs. Et plus on va récupérer la palette aussi en bon état, donc moins on aura besoin de la réparer, et moins on aura besoin de racheter de nouvelles palettes aussi. Donc notre impact sustainability est meilleur aussi. Et donc je pense que ça symbolise bien le gagnant-gagnant qu'on peut avoir, pas entre nous et nos partenaires, pas que, mais c'est aussi entre tu veux optimiser ton budget, ben, tu peux le faire en même temps qu'optimiser ton impact environnemental. Okay. Et donc voilà. Et donc nous on permet à des entreprises effectivement d'externaliser cette partie-là, cette gestion de palette, qui est lourde, qui peut générer des coûts cachés, qui peut générer des litiges entre industriels et distributeurs. Et on sait très bien que ça existe déjà, même sans la palette. Mais au-delà de ça, c'est encore une fois, sur le modèle de la collaboration, comment on fait pour générer des savings et potentiellement même ne pas être neutre en termes d'impact, sustainability, mais être positif à la fin, parce qu'on aura mis des collaborations de transport en place ensemble, et qu'on aura mis le maximum de gens autour de table pour générer de la valeur. Chou, est-ce que vous avez une réflexion sur le modèle éco ? Oui. Alors du coup, je partage tout ce qui a été dit. Donc, je vais juste rajouter certaines choses. Effectivement, nous, on essaie d'être moins cher dans la plupart des cas, notamment sur le secteur de la marée où les caisses polystyrène sont très très chères. Là, on arrive à faire des grosses économies à nos clients. Sur les cartons, on est plutôt iso-coût parce que le carton est quand même moins cher et assez optimisé en termes de coût. Mais globalement, oui, tout le travail, c'est vraiment de proposer un service meilleur, mais au même coût. Donc, ce n'est pas forcément très facile. Et on a vraiment besoin de ça pour convaincre. Enfin, si on est plus cher, il y a beaucoup de gens qui ne nous écoutent même pas. Même si on vient apporter d'autres valeurs comme des valeurs environnementales ou autres, il faut que le prix facial de départ, disons, soit le même. Et ce que je voulais ajouter, c'est dommage parce qu'en fait, derrière, on vient apporter d'autres gains qui sont plus cachés ou en tout cas moins directs. Nous, avec les caisses réemployables comme ça, on fait pas mal baisser le gaspillage alimentaire. Parce qu'en fait, ça protège mieux le produit qu'un carton. Ça, c'est un gain indirect. C'est impossible à chiffrer tant qu'on ne le fait pas et que le système n'est pas en place. Mais pour le coup, on a des retours d'expérience, nous, de clients qui arrivent du coup à le voir, quoi. Mais quand on vient et on vend la solution, ils disent oui, mais moi, c'est pas. Enfin, je compare juste un prix d'emballage avec un autre. Il y a un autre client qui nous a dit récemment qu'il avait baissé de 80% ses coûts d'achat de films plastiques parce que du coup, avec des caisses, il filmait moins les palettes parce qu'elles tenaient mieux entre elles. Donc tous ces gains-là, en fait, on en a énormément. Enfin, je vais pas redire tout ce qui a été dit sur l'impact environnemental, mais pour le coup, on a aussi beaucoup de gains en impact carbone et en consommation d'eau. Et qui apporte quelque chose de plus que l'usage unique. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, on a un peu du mal à entre guillemets, le vendre au départ en complément, disons, du prix vraiment facial de l'emballage. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages générés avec le réemploi d'emballage. Donc, ce qu'on comprend aussi dans votre message, c'est qu'il faut tester pour voir aussi les coûts cachés qu'on n'imaginait pas au départ, parce que forcément, ça nous fait... c'est comme un POC, quoi. On teste en réel. Alors, au-delà du modèle économique, vous m'avez parlé tous de l'engagement social de vos entreprises à un moment. Forcément, je vous pose la question en premier lieu, Odile, mais pas que. Justement, si on fait un focus sur cet aspect social et sociétal et engagement social, quelle forme prend-il chez vous réellement à Carton Plein ou chez Carton Plein ? Alors, je vais juste me permettre de répondre aussi sur le modèle économique. Avec plaisir, si je peux, pour ne pas laisser entendre que les projets à visée
plus inclusives, etc., sont des ovnis complètement déconnectés et vivent d'amour et d'eau fraîche ou de subventions publiques. Ce n'est pas le cas. Donc il y a aussi effectivement un modèle économique et ça répond partiellement à votre question, puisque en fait c'est un projet de remobilisation par le travail. Donc forcément, qui dit travail, dit client, qualité de service, reporting, etc., etc. Donc en fait, on est une entreprise, j'allais dire comme une autre, avec un modèle économique qui est sûrement un petit peu différent, qui est aussi basé sur la subvention publique, puisqu'on a un rôle d'intérêt général pour la société, donc c'est cohérent, mais il y a bien un rôle. Et donc sur la partie chiffre d'affaires, qui est aussi un peu importante, hein, à titre d'ordre de grandeur, c'est 35% de notre budget, donc c'est peut-être pas la majorité, mais sans ça, on ne tient pas. Donc on est vraiment sur les mêmes enjeux, exigences que mes collègues. Donc effectivement sur le carton, on essaye aussi le carton de réemploi, on essaye de le vendre moins cher que le carton neuf. C'est évidemment comme ça qu'on arrive à convaincre, même si on parle beaucoup du projet écologique, du projet social et que ça convainc aussi, mais il faut quand même aligner un peu l'ensemble des paramètres pour réussir à convaincre. Sur la cyclo-logistique, en revanche, on n'est pas moins cher. Alors, on n'est pas moins cher, c'est exactement ce que vous venez de dire. Hein. C'est vrai qu'il faut regarder quand même globalement tout ce que ça évite comme coût, ou quels sont les gains en termes de villes plus inclusives, de villes plus respirables, moins de congestion, etc., espace public plus apaisé. Mais sinon, on est plutôt à iso-coût. C'est juste quelle ville on veut, quelle consommation on veut, quel modèle on veut, parce que la cyclo-logistique, il y a quand même des enjeux aussi de modèle salarial vertueux. En tout cas de modèle salarial tout court avec des droits sociaux. Donc il y a toute une palette bien plus large que juste le prix. Et c'est comme ça qu'on adresse aussi l'ensemble de nos clients. Et donc spécifiquement sur le modèle vraiment inclusif, donc nos collègues sont en insertion. Donc c'est vraiment par le travail qu'il y a une reprise de confiance en soi et un accompagnement vers l'emploi. Et ce qui est vraiment intéressant par rapport à l'ensemble des structures d'insertion, c'est que en fait, on essaye à notre modeste échelle de changer le regard sur les personnes qui sont plus exclues, notamment parce qu'elles ont une activité qui rend service à la société. Que d'une part, vous allez voir des personnes au travail et pas des personnes SDF sans domicile, etc., à qui on met des étiquettes et avec qui la fracture est un peu creusée, mais des personnes au travail. Donc vous allez leur parler de leur travail. Et vous allez avoir un regard valorisant parce que leur activité rend service et d'usage et d'intérêt général. Merci. Est-ce qu'une autre personne veut rebondir justement sur l'engagement social ou... Je sais qu'on en avait discuté ensemble, Victor. Oui, effectivement. Alors nous, chez Mobius, on avait au démarrage de l'aventure, on avait cette volonté d'avoir un rôle social. On travaille avec des ateliers de réinsertion pour la fabrication de nos contenants et pour la maintenance de nos contenants. Ça nous paraissait important. Le premier point, c'est ça. Et le deuxième point, c'était de fabriquer en local. Tous nos composants sont conçus, usinés, fabriqués dans les Hauts-de-France, dans un rayon de 200 km. Ce que le réemploi permet, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, un emballage versus du jetable, effectivement, il coûte peut-être plus cher à fabriquer, mais il a plus de potentiel, donc en fait, il va pouvoir être plus amorti. Et le coût de fabrication aujourd'hui en France, en fait, il est tout à fait faisable et il permet du coup de faire travailler, de relocaliser en tout cas des productions en France et de participer justement à tout ce sujet de réinsertion et d'emploi. Ok, deux beaux exemples. Alors, on continue parce que le temps file. Je suis désolée, je ne peux pas vous passer la parole à tous, mais peut-être la dernière question à vous, en tant qu'intervenant, dire mais c'est quoi le facteur clé de succès? C'est quoi le levier? C'est quoi vraiment ce qui va faire la différence pour qu'on passe enfin d'une logistique zéro déchet circulaire engagée socialement, un peu comme le titre de notre conférence? Voilà, quel est, selon vous, et je vous passerai la minute de parole parce que du coup le temps file et qu'on a sûrement des questions du public. Voilà, la dernière question, c'est si vous aviez un seul levier pour un facteur de succès, ça serait lequel? Bon, j'y vais autant que... Allez-y. Il y en a plein, mais enfin, du coup, je ne vais pas dire celui qu'on s'était dit, Karine. Je vais en dire un autre. Non, en fait, en vous écoutant, peut-être l'importance... Nous, on est une agence de design, initialement. Et en fait, selon moi, le levier de succès, déjà, la base, c'est de se dire que ce ne sera pas possible de faire du circulaire réemploi partout. Déjà, s'enlever de la tête le fait qu'il faut absolument qu'on devienne exemplaire sur 100% de nos flux, parce que de nouveau...
Déjà, il y en a peut-être qu'on va devoir arrêter parce que ce sera plus possible quand on ne pourra plus faire d'usage unique parce qu'il n'y aura plus de matière. Donc peut-être il y a certains trucs qu'on ne pourra plus faire. Mais surtout, le réemploi sera possible à quelques endroits. Et je sais que nous, sur la majorité de nos projets, la première chose qu'on va essayer d'aller chercher, c'est d'essayer d'identifier sur quoi est-ce que le réemploi va être le plus facile en termes de faisabilité, mais aussi en termes de viabilité économique. Si je rebondis sur ce qui a été dit sur l'isocoup, si vous étiez déjà sur des emballages, bon, de nouveau, je reviens aux emballages primaires, mais je pense qu'on arrive facilement à se projeter. Si on était déjà sur des emballages en verre, mais à usage unique, eh ben, on était déjà sur des emballages qui étaient a priori plus chers que ceux peut-être en plastique ou en carton plastifié. Et donc peut-être que là, déjà d'un point de vue économique, ce sera moins coûteux de passer sur du réemploi. Ensuite, la deuxième chose, c'est peut-être des contextes d'usage. Évidemment, quand vous êtes sur des boucles où votre produit va être... va changer 10 fois de contenant et va voyager d'un pays super loin à la France, par exemple, peut-être que là, on ne va pas pouvoir mettre en place le réemploi à chacune des étapes. Donc, c'est un, quels sont les types de chaînes, et deux, les contextes d'usage. Si je reviens au cas de l'emballage primaire, mais même également sur les chaînes logistiques, si on a, je sais pas, il y a peut-être des contextes où on a plus ou moins de manutention. Il y a peut-être des contextes aussi où le contenant va avoir une fonction qui est uniquement de déplacer et avec lequel le client ou la cliente aura peut-être moins d'interaction. Et donc, en fait, peut-être que là, il y aura moins de changements sur les usages et donc ça va être beaucoup plus simple. Alors que si je suis sur des contenants à partir duquel je vais devoir épeser et dans lequel je consomme, si c'est de l'emballage primaire, que sais-je, peut-être que là, ce sera plus compliqué. Bref, pour moi, le premier levier d'action, c'est d'identifier les contextes à la fois d'usage, mais aussi d'un point de vue coût de l'emballage, où le réemploi sera le moins coûteux, mais aussi là où le réemploi sera le plus intéressant. Plutôt que de faire à l'envers en prenant un contexte qui est carrément le plus compliqué, de se dire comment est-ce qu'on rend ce truc viable économiquement. Parce qu'il y a des fois où juste ce ne sera pas possible, quoi. Ok, merci. D'autres réactions justement sur le levier? Bon, allez, j'y vais. Alors moi, je vais tricher aussi, je vais en donner deux, mais je vais être rapide, Karine, t'inquiète pas. Le premier, c'est très simple. On a des super lois en France et on n'a pas de sanctions pour le moment. Donc, un des premiers leviers, c'est déjà mettre des sanctions qui vont permettre d'appliquer un peu ces lois et arrêter l'attentisme des entreprises face à ces lois. Et le deuxième levier sur lequel on travaille beaucoup depuis un certain temps, c'est qu'en fait, on a besoin que les bénéficiaires finaux se bougent vraiment sur le sujet et s'engagent. Ils reçoivent aujourd'hui, quand je dis bénéficiaires finaux, du coup, c'est le consommateur dans le cas de Mobius Pack. Et pour nous, c'est le cas des entreprises, des commerces, des restaurants, des supermarchés, etc. Aujourd'hui, c'est eux qui reçoivent du coup des marchandises dans des emballages à usage unique. Du coup, ils ont des déchets. Du coup, ils doivent les traiter. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens à ce que ça continue comme ça, parce qu'ils ont quand même un intérêt à générer moins de déchets. Et deuxièmement, on dit que le client est roi, et effectivement, ils ont un poids non négligeable envers leurs fournisseurs pour les faire bouger. Donc nous, vraiment, c'est sur ça qu'on insiste beaucoup dernièrement, surtout, c'est de dire on a vraiment besoin que les retailers, les distributeurs, les chaînes de restauration, etc., s'engagent vraiment dans cette transition-là et fassent bouger leurs fournisseurs. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Donc je fais appel à ceux qui sont là aujourd'hui. C'est le moment, parce qu'en fait, comme l'a dit Justine, à un moment, ça va être trop tard et on va se le prendre en pleine figure. Voilà. Victor, une réaction? Vous avez le micro. Oui, effectivement, je complète, en tout cas, je donne peut-être un retour d'expérience chez Mobius, mais en tout cas, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. En fait, c'est une transition qu'on va être obligé de faire. En tout cas, moi, pas forcément, parce que je ne suis pas e-commerçant. Mais en tout cas, les logisticiens e-commerçants vont devoir passer au réemploi. On parle de 10% en 2027, 40% en 2030. Ce n'est pas une tendance ou un effet de mode. La question, c'est comment on s'empare du sujet collectivement et comment on en fait un vecteur d'opportunité. Je reprends une phrase qu'un directeur RSE d'une grande marque m'a dit. Ça fait 40 ans qu'on optimise et on suroptimise tout ce qui est emballage jetable en carton et en plastique. Et on vous demande en 3 ans d'être plus compétitif et plus optimisé que ces 40 ans d'innovation. Alors, nous, on relève le pari, mais on a besoin de vous pour tester ensemble. Et ce que je dis souvent est peut-être un peu pragmatique et ne fait pas toujours plaisir, mais il y a deux façons de faire. Soit vous attendez que les
les amendes tombent et pour passer sur des solutions qui ne seront pas optimisées et qui du coup vous coûteront plus cher de facto parce que vous ne les aurez pas testées, on ne les aura pas éprouvées ensemble et on n'aura pas innové ensemble. Ou alors, vous mettez à profit, je ne vous dis pas de passer au réemploi complètement, mais mettons-nous autour de la table, regardons ce qui est possible de faire, sur quel flux commencer, testons, innovons, pour que le jour où vous décidez d'y passer et de déployer pleinement, vous ayez des solutions Mobius ou Chep ou Pandobac ou autres qui en fait auront été éprouvées dans vos systèmes logistiques et qui seront optimisées pour. Moi, c'est vraiment cet engagement que j'ai, c'est rassembler les commerçants, les parties prenantes autour de la table pour innover collectivement et venir chercher de la réduction de coûts pour en faire un projet viable. Claire ? Olivier ? Ouais, je peux Et après, dire un mot Odile sur le... je vais reprendre ce que j'ai dit au tout début. Facile. Vous avez le droit. Non, je pense que le plus important, c'est le collectif. C'est le collectif et l'expérimentation, pour revenir sur ce que tu disais. Donc le collectif, la collaboration avec l'externe, avec nos partenaires, être en open source, ne pas garder les choses pour soi, nos petits secrets de fabrication, mais de les partager au grand nombre, parce qu'en fait, il y a la place pour tous les acteurs économiques. Et en fait, c'est qu'ensemble qu'on aura un impact significatif sur la planète. Deuxième point, c'est la collaboration interne aussi. Donc c'est de favoriser la diversité de points de vue en interne pour trouver les bonnes solutions. L'inclusion au maximum de points de vue différents, parce que c'est là où la créativité se met en route et génère de la valeur en interne et en externe. Et ce qu'on ressent, nous, en tout cas chez Chep, c'est la fierté de travailler pour une boîte qui a un business model fondamentalement durable. Et donc je pense que ça, c'est bien de le partager et de le pousser. Le dernier point, c'est le digital. On n'en a pas parlé, mais la traçabilité, elle est clé. On essaie d'équiper nos palettes. On en a à peu près 15 millions physiquement en France qui se baladent. On en a 350 millions dans le monde. On a un vrai challenge de traçabilité. Et donc là, on s'est lancé là-dessus pour la traçabilité, mais aussi pour la mesure d'impact. C'est hyper important. Oui. Et puis, je suis obligé de faire une dédicace au Club Déméter. J'étais obligé. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais Julien Dartou, Victor du Club Déméter. C'est un organisme, une association qui regroupe une quarantaine d'adhérents, distributeurs, industriels, transporteurs, logisticiens, solutions supply chain en tout genre. Et en fait, on réfléchit à livre ouvert sur les solutions de demain. Merci. Odile ? Oui, je ne peux qu'appuyer effectivement tous les propos sur la coopération et sur les collaborations entre acteurs un peu différents. Je pense qu'effectivement, c'est ça qui rend aussi le fait de relever des défis peut-être un peu réalistes. Et puis de travailler, c'est ce que tu disais Justine aussi, de travailler sur des pilotes, effectivement, de ne pas chercher à s'adresser, adresser la totalité d'un besoin, mais d'essayer de trouver la niche où effectivement passer à du réemploi ou un peu de réemploi est possible, passer à un peu de cycle logistique est possible, passer à un projet plus vertueux d'un point de vue inclusion est possible. Voilà, peut-être la stratégie du un petit pas en plus. Qui favorise aussi les coopérations. Peut-être à titre d'exemple, même s'il est dans le champ de la collectivité publique, mais je trouve qu'il est intéressant, c'est la gestion des déchets des collectivités. On sait que c'est des volumes qui sont énormes. Donc pour des acteurs comme nous, on pourrait tout à fait se dire qu'on n'a rien à y faire. En fait, une collectivité, un regroupement de collectivités d'ailleurs, s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire sur typiquement les cartons des commerçants des centres-villes, donc les rues les plus denses. Donc voilà, on restreint le périmètre, on restreint le besoin. Et nous, ça nous pousse aussi à générer justement ces fameuses collaborations pour répondre à l'ensemble du besoin sur le territoire. Et c'est ça qui permet aussi d'avancer. Donc de réfléchir avec des gens qui ont envie de réfléchir à trouver le petit créneau sur lequel on peut faire le petit pas en plus. J'aime beaucoup ce petit pas en plus. C'est ce qu'on entend avec il faut tester, il faut collaborer. Il faut tester sur une partie du flux et en tout cas réinventer. Alors si je conclue rapidement, mais vraiment parce que j'ai envie de laisser encore 2 minutes à la salle, c'est qu'il y a des solutions qui existent et justement vous proposez des solutions. La traçabilité est essentielle, on a bien noté. La collaboration et les tests sont essentiels et bien sûr un enjeu social avec donner du sens, avoir des initiatives inclusives, de la réinsertion et justement, ça permettra d'imaginer, alors même si c'est ambitieux toujours, le titre c'était un peu ambitieux, tendre vers cette logistique zéro déchet, circulaire et justement engagée socialement. Mais néanmoins, moi ce que je retiens, c'est que c'est possible. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous propose de prendre une petite question du public pour essayer de ne pas trop déborder. Est-ce que vous avez une question, cher public, à nos interlocuteurs et intervenants? Non ? C'est limpide. Non, c'est bon ? Bon.
Au niveau timing, je crois qu'en plus, on est plus que parfait. 48. Merci à vous, en tout cas, pour votre intervention, votre présence, votre disponibilité, vos préparations. Merci au public et à bientôt. N'hésitez pas, vous avez les contacts, ils sont là. Merci à vous. Merci Karine. Je vais retirer le micro.